Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans la dernière partie du cours intitulée les microbes ou bien les micro-organismes. Aujourd'hui on va parler de la dangerosité des microbes, c'est-à-dire les dangers qui menacent la santé humaine. Grand 2, les caractéristiques des microbes pathogènes. Petit 1, la multiplication rapide des bactéries. On va commencer par la multiplication rapide des microbes et notamment des bactéries telles que la Salmonella typhi ou bien ce qu'on appelle la salmonelle, qui cause une maladie appelée la salmonellose. C'est une infection intestinale. Donc, cette salmonelle se développe sur la viande, les légumes et les fruits qui ne sont pas laissés dans le réfrigérateur. Le document 1, comme vous le constatez ici, représente la multiplication de la Salmonella typhi. Vous voyez que la Salmonella typhi se multiplie par une série de divisions cellulaires. Le document 2 représente la multiplication des bactéries dans un milieu nutritif renouvelable. Au début, quand vous le voyez ici, regardez, on a une seule bactérie, mais après 20 minutes, on obtient 2 bactéries. Après 40 minutes, on obtient 4 bactéries et par la suite, au bout d'une heure, on va obtenir, comme vous le voyez ici, 8 bactéries. Lorsque les bactéries trouvent les conditions favorables, c'est-à-dire bien sûr une température convenable et de la nourriture, ils se multiplient rapidement. La figure 3 représente l'évolution du nombre de bactéries dans un milieu de culture. Corrigez s'il vous plaît ici, non renouvelable, n'est pas renouvelable, non renouvelable, c'est-à-dire que dans ce milieu, les nutriments vont s'épuiser, ça y est. Regardez ici, on a le nombre de bactéries en millions par millimètre et on a ici le temps en heure. D'après l'analyse du graphique, on observe, regardez avec moi ici, que le nombre de bactéries est faible pendant les 5 premières heures, regardez ici, puis le nombre augmente rapidement entre 5 heures et 10 heures, regardez ici le nombre des bactéries augmente. Mais enfin, le nombre de bactéries, regardez ici, diminue après 10 heures. Après 10 heures, le milieu de culture devient défavorable, c'est-à-dire il y a l'épuisement des nutriments du milieu, ce qui explique bien sûr la diminution du nombre de ces bactéries. On passe maintenant aux questions. La première question, montrez comment se prolifèrent les bactéries en vous basant sur les deux documents 1 et 2. Regardez bien le document 1 et 2. D'après l'observation des deux documents, on observe que les bactéries se prolifèrent par la division cellulaire, comme vous le constatez ici. La deuxième question, à partir de document 2, indiquez le nombre de bactéries une heure après, tout en partant d'une seule bactérie mise dans des conditions favorables. Bien sûr, comme je l'ai déjà dit, que après une heure, on obtient, regardez ici, 8 bactéries. La troisième question, à partir du document 3, indiquez le nombre de bactéries dans ce milieu après 5 heures et après 10 heures. On commence par 5 heures. Regardez ici, après 5 heures, le nombre de bactéries est 100 millions bactéries. Mais après 10 heures, on obtient, regardez ici, on obtient 1700 millions bactéries. La dernière question, conclure le danger de la prolifération des bactéries quand
elle contamine un organisme humain. Donc, bien sûr, le danger de la prolifération des bactéries, c'est la multiplication rapide lorsqu'ils trouvent les conditions favorables, température, aussi l'humidité et la présence du nutriments. Ça y est, donc vous voyez ici les réponses, j'ai écrit ici les réponses. Donc, les bactéries se prolifèrent par la division cellulaire directe. Donc, après, ou bien 1 heure après, on trouve 8 bactéries. Donc, après 5 heures, on trouve 100 millions de bactéries. Mais après 10 heures, on trouve 700 millions de bactéries. Bien sûr, le danger de la prolifération des bactéries, c'est que les bactéries pathogènes se caractérisent par la multiplication rapide lorsqu'ils trouvent les conditions favorables. Donc, c'est le premier danger que représentent les microbes. Donc, on va passer au deuxième danger qui est la sécrétion de la toxine. Donc, sécrétion de la toxine. Donc, le tétanos est une maladie dangereuse causée par une bactérie appelée bacille tétanique. Donc, pour comprendre comment elle l'affecte, on réalise les expériences suivantes. Donc, on a ici 3 expériences. On a le groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Donc, corrigez ici s'il vous plaît, écrivez groupe 3. Donc, on commence par les souris du groupe 1. Donc, pour les souris du groupe 1, on fait l'injection de 1 cm3 du bacille tétanique. Donc, le bacille tétanique, il cause une maladie appelée le tétanos. Donc, regardez ici, on a les résultats. Donc, le résultat, on a l'apparition des symptômes du tétanos, puis la mort des souris. Ça y est. Donc, on passe maintenant pour le groupe 2. Donc, pour le groupe 2, on fait l'injection de 2 cm3 d'infiltrat brouillé des bacilles tétaniques. Donc, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire infiltrat? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Regardez ici. Donc, on mélange les bacilles tétaniques avec l'eau et on apporte le tout à ébullition. Par la suite, on a réalisé la filtration comme vous voyez ici du mélange obtenu. Donc, le liquide, regardez ici, le liquide obtenu s'appelle filtrat. Ça y est. Donc, on a déjà vu ça dans la composition chimique des aliments. Donc, c'est ça le filtrat. Ça y est. Donc, regardez ici comme le résultat. Donc, on a l'apparition des symptômes du tétanos, puis la mort des souris. Donc, dans la deuxième expérience, on a injecté seulement le filtrat. Ça y est, mais on a obtenu le même résultat que la première expérience. C'est-à-dire, on a ici, comme vous voyez ici, on a la mort des souris. Donc, la mort des souris ici dans la première expérience, bien sûr, a une contamination par le bacille tétanique qui a causé le tétanos et qui a provoqué, bien sûr, la mort des souris. Alors, pour la deuxième expérience, on n'a pas l'injecté directement les bacilles tétaniques, mais plutôt leur filtrat. Donc, puisque le filtrat a donné les mêmes résultats, cela veut dire que le filtrat contient une substance toxique qui est responsable de la mort des souris de la deuxième expérience. Ça y est. Donc, maintenant, pour le groupe 2, donc, on fait l'injection de 2 cm d'eau distillée et stérilisée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire stérilisée? C'est-à-dire qu'il ne contient aucune bactérie. Donc, bien sûr, les souris, comme vous le voyez ici, vont rester vivantes. Donc, maintenant, on passe aux questions.
Donc, la question 1, analyser les résultats de chaque expérience. Donc, bien sûr, comme je l'ai déjà dit, donc pour l'expérience, la première expérience, les souris du groupe 1 meurent car on leur injecté le bacille tétanique qui est mortel. Donc, pour l'expérience 2, ou bien les souris du groupe 2, meurent car on leur a injecté le filtrat d'une culture de bacille tétanique contenant des substances toxiques. Donc, les souris du groupe 3 restent en vie car on leur a injecté de l'eau distillée. Donc, je dis que l'eau distillée ne contient aucune bactérie ou bien aucun microbe. Donc, la deuxième question, conclure le danger de la prolifération des bactéries quand elles contaminent un organisme humain. Donc, bien sûr, le danger, c'est la sécrétion d'une substance toxique, c'est la toxine. Donc, le danger de la prolifération des bactéries dans les tissus se limite dans la fabrication de substances toxiques, la toxine. Donc, bilan de l'activité, en plus de la multiplication rapide, certaines bactéries comme le bacille tétanique sécrètent une toxine qui se propage dans le sang et perturbe les fibres nerveuses moteurs qui commandent les muscles. Cela conduit à un tétanos, d'où la mort par arrêt cardiaque. Maintenant, on passe au troisième danger, c'est la présence des capsules chez certaines bactéries. Donc, on a ici l'activité. Donc, la pneumonie est connue par taux aigu, fièvre, maux de tête avec une fatigue. Donc, ce sont des symptômes de la maladie de pneumonie. L'origine de la maladie est un diplocoque qui se trouve dans la nature sous deux formes. Donc, un diplocoque, c'est une bactérie. Donc, la pneumonie est une maladie bactérienne causée par un diplocoque, ça y est. Donc, un diplocoque qui se trouve dans la nature sous deux formes. Donc, comme vous voyez ici, on a diplocoque avec une capsule, diplocoque sans capsule. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une capsule? Donc, la capsule, c'est une sorte d'enveloppe ou bien de membrane supplémentaire qui protège la bactérie contre les défenses de l'organisme. Comme vous le voyez ici, regardez. Regardez ici l'enveloppe ou bien la membrane qui entoure la bactérie ou bien le diplocoque. Ça y est. Alors que d'autres bactéries de la même espèce, c'est-à-dire qu'on a diplocoque qui ne possèdent pas cette capsule, comme vous le voyez ici, regardez. On a diplocoque ici sans capsule. Donc, dans la première expérience, ici, dans la première expérience, on a injecté, regardez ici, on a injecté des diplocoques avec capsule, Donc, comme vous voyez ici le résultat, on a la mort des souris après l'apparition des symptômes de la maladie. Vous voyez? Alors, pour la deuxième expérience, on a injecté des diplocoques sans capsule. Regardez l'image, sans capsule. Donc, comme vous voyez ici le résultat, les souris restent vivantes. Donc, l'élément responsable de la mort des souris du groupe 1, c'est la présence de la capsule. Vous voyez? Donc, la capsule, il augmente la virulence des bactéries. Alors, pour les souris de la deuxième expérience, restent vivantes car leur système immunitaire a pu détruire facilement ces diplocoques. Donc, la capsule, il vend les bactéries très virulentes. Donc, maintenant, on a ici deux questions. Donc, la première question, expliquer les résultats de ces expériences. La deuxième question, conclure l'élément responsable de la maladie. Donc, les réponses pour la première question.
Donc, les souris du groupe 1 meurent car les pneumocoques injectés contiennent des capsules. Donc, soit on dit pneumocoque ou bien diplocoque, c'est la même chose, ça y est. Donc, pour les souris du groupe 2, restent en vie car les pneumocoques ou bien diplocoques injectés n'ont pas de capsule. Donc, conclure l'élément responsable de la maladie. Donc, bien sûr, l'élément responsable de la maladie est la capsule. Donc, l'élément responsable de la maladie, le pneumocoque, et la capsule qui augmente la virulence de la bactérie. Donc, maintenant, on va passer aux dangers que représentent les virus. Donc, 4, les virus des parasites intracellulaires. Donc, on a déjà parlé de ça. On a déjà dit que les virus sont des parasites obligatoires intracellulaires. Donc, les virus ne peuvent pas se multiplier qu'à l'intérieur d'une cellule vivante. Donc, lorsque le virus pénètre dans l'organisme, il se dirige vers les cellules cibles. Si je prends par exemple, comme je viens de le dire, coronavirus, donc il attaque les cellules pulmonaires. Ça y est, donc les cellules pulmonaires, ce sont des cellules cibles pour le coronavirus. Donc le virus va diriger vers la cellule cible, comme vous le voyez ici. Regardez, donc on a ici une cellule cible et on a ici virus. Donc, le virus va diriger vers la cellule cible. Et par la suite, il va injecter son matériel génétique à l'intérieur de la cellule. Ça y est. Donc, il va injecter son matériel génétique à l'intérieur de la cellule. Ça y est. Et par la suite, il va exploiter le noyau de la cellule pour sa propre multiplication. Comme vous pouvez le constater ici, ça y est. Donc cette multiplication, donc cette cellule s'appelle par la suite une cellule hôte, ça y est. Donc la cellule utilisée par le virus pour se multiplier, elle s'appelle la cellule hôte. Donc, une fois le virus finit sa multiplication, elle va détruire le noyau. Regardez ici, elle va détruire le noyau ainsi que la cellule hôte. Vous voyez, donc elle va détruire le noyau ainsi que la cellule hôte. Et par la suite, on va y avoir la libération d'un grand nombre de virus. Regardez ici. On a, vous voyez, la libération d'un grand nombre de virus qui vont attaquer bien sûr d'autres cellules saines et le cycle commence de nouveau. Ça y est. Donc, vous voyez ici les étapes ou bien la multiplication des virus se fait par les étapes suivantes. D'abord, on a pénétration des virus dans la cellule, multiplication des virus dans la cellule, éclatement de la cellule et libération des virus, et à la fin, fixation du virus sur une autre cellule. Donc, bien sûr, les dangers de la prolifération des virus, c'est d'abord la multiplication rapide des virus à l'intérieur de la cellule et la destruction des cellules cibles, al-khalaya al-hadaf. Donc, on passe maintenant à la conclusion. Donc, les microbes se caractérisent par la toxémie, c'est-à-dire libération des toxines dans le sang, ou bien libération des toxines par les bactéries dans le sang. La septicémie, donc c'est la multiplication rapide des bactéries dans l'organisme, ce qui provoque des infections graves, voire mortelles. L'infection des cellules vivantes qui deviennent un milieu de multiplication du virus. Et il y a aussi un autre caractère qui caractérise les virus, c'est la mutation. Donc la mutation, c'est-à-dire que le virus change sa forme tout le temps pour s'échapper de notre système immunitaire. Donc la mutation des virus comme coronavirus par exemple.
la présence de la capsule qui augmente la virulence des bactéries. Donc, voilà ce qui concerne la dangerosité des microbes et à la prochaine séance, Inch'Allah.